Bonjour à tous et bienvenue au balado En dedans de deux traites, où nous regardons en détail les forces qui façonnent l'industrie laitière. Je m'appelle Alain Lemieux, votre animateur. En ce moment, on a l'impression que le marché est tiraillé de plusieurs directions à la fois. D'une part, il y a les fluctuations liées à la demande mondiale. D'autre part, la pression constante liée au coût des intrants et aux contraintes de production. Que vous soyez agriculteur, transformateur ou décideur politique, ces perspectives peuvent être très différentes. Alors aujourd'hui, nous analysons les perspectives du marché laitier, l'évolution des prix, les facteurs qui influencent l'offre et l'impact de la dynamique du commerce international sur la situation globale. Nous aborderons également les conséquences pour les producteurs sur le terrain, d'autant plus que les marges restent faibles et l'incertitude persiste. L'objectif est simple, aller à l'essentiel et vous donner une idée plus claire de ce qu'il faut regarder dans les mois à venir. Car que vous soyez dans le secteur ou que vous suiviez simplement de près, ces tendances sont importantes et c'est ce qui s'en vient à Entre deux traites. Notre invité aujourd'hui est Maxime Collette, responsable de l'analyse des politiques pour les producteurs laitiers du Canada. Maxime, bienvenue à Entre deux traites. Merci de me recevoir. Bon. Pour commencer, peux-tu nous donner un aperçu de l'industrie laitière canadienne dans la dernière année, l'évolution du marché laitier canadien, l'état des productions, l'évolution des revenus, tout ça? Oui, donc si on regarde les dernières statistiques en 2025, on peut voir que le nombre de fermes laitières a continué de diminuer. On a maintenant 9048 fermes laitières au Canada en 2025. Le déclin, en fait, est conforme, je dirais, au taux historique. Donc, c'est un déclin qui est normal. En revanche, la taille moyenne des troupeaux a augmenté. On est rendu avec une moyenne de 107 vaches par ferme au Canada. La production laitière a atteint 9,7 milliards de litres de lait en 2025. C'est une augmentation également par rapport à 2024. Puis, la production a généré, en fait, 10 milliards de dollars en revenus à la ferme. Puis, quand tu divises les revenus par la production de lait, tu as une moyenne de 102 dollars et 94 sous par hectolitre. Donc, dans l'ensemble, c'est une croissance, à l'exception du nombre de fermes laitières, mais comme je disais, c'est en ligne avec ce qui a été observé dans le passé. Donc, moins de fermes, mais plus de vaches par ferme. Exactement. Ouais. OK. Mais aussi plus de litrage de lait? Oui, donc, comme je disais, les fermes, la taille moyenne est un peu plus élevée et de plus, une efficacité au niveau de la vache. Donc, la vache améliore sa productivité également. Donc, ces deux composantes viennent contribuer à l'accroissement de la production. OK. Puis, pour notre industrie laitière, ces changements-là, qu'est-ce que ça peut occasionner, là? Donc, au niveau de l'industrie laitière canadienne, c'est un important contributeur à l'économie canadienne, plus particulièrement, je dirais, dans les régions rurales. C'est une industrie qui soutient plus de 270 000 emplois équivalents temps plein, contribue à la hauteur de 28 milliards de dollars au PIB canadien et génère 9,2 milliards de dollars en recettes fiscales. Donc, on peut voir à la magnitude de ces chiffres que c'est une industrie qui contribue positivement à l'économie canadienne. OK, génial. Puis, si on se compare avec les États-Unis, est-ce que le portrait, on va dire, du déclin des fermes ou grosseur des fermes, est-ce que ça se ressemble? C'est une bonne question. Dans le fond, lorsqu'on regarde la comparaison du déclin au Canada par rapport à celui aux États-Unis, on peut voir qu'aux États-Unis, le déclin a été beaucoup plus significatif. Lorsqu'on regarde les 10 dernières années, dans le fond, le taux moyen de décroissance aux États-Unis était de moins 5,7 %, alors qu'au Canada, on parle d'environ moins 2,6 %. Donc, on peut voir que c'est complètement différent. Au Canada, en fait, il y a la gestion de l'offre. Qui permet d'avoir une certaine stabilité pour les producteurs. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les différentes fermes, qu'elles soient petites ou grandes,
de mieux prévoir le prix à venir dans les prochains mois ou même les prochaines années. Donc, c'est plus facile de planifier pour des investissements ou même pour des projets spécifiques. Alors qu'aux États-Unis, c'est la volatilité des prix, c'est des fermes qui évoluent dans un environnement de libre marché. Donc, il y a des soubresauts qui viennent impacter financièrement les fermes dont certaines ne passent pas à travers certaines crises, je pourrais dire. Donc, ce qui fait en sorte qu'on peut voir les deux types de pourcentages de déclin au Canada et aux États-Unis. OK. Puis, est-ce que c'est vrai de croire que la taille moyenne des fermes aux États-Unis est plus élevée que les nôtres? Oui, c'est vrai. La moyenne aux États-Unis est plus élevée. Malheureusement, j'ai pas le chiffre en tête. Mais ça prend une certaine taille pour être, je dirais, rentable d'une année à l'autre. Le chiffre que j'ai, c'est au moins 500 vaches. Donc, avec 500 vaches, on est en mesure d'avoir des marges qui sont positives de manière plus régulière. Donc, c'est la taille minimum pour être en mesure de couvrir ses coûts de production là, et, dans le fond, ses coûts fixes. Donc, pour qu'ils puissent résister aux aléas de leur marché qui est assez volatile. Exactement, exactement. OK, d'accord. Puis concernant le prix du lait, mettons, le coût de production canadien, qu'est-ce que ça figure, ça aussi? Donc, au niveau du prix à la ferme, la Commission canadienne du lait a annoncé en novembre dernier un ajustement de prix qui est à la hausse de 2,3 pour la majorité des classes de lait. Donc, ça impacte le prix des solides du lait dans la grande majorité des classes de lait. OK. Puis, la volatilité du marché mondial, bon, tu sais, on le sait très bien ces temps-ci, c'est assez houleux avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Euh, Est-ce que tout ça a eu un impact sur notre industrie laitière au Canada? Oui, donc, comme je disais précédemment, on a, dans le fond, une grande majorité des solides du lait dont le prix est ajusté par la Commission canadienne du lait. Toutefois, il y a certaines classes de lait, telles que la classe 5, dont le prix est lié au marché mondial. Donc, ces classes-là sont impactées par les soubresauts du marché. Donc, c'est important de les suivre étant donné que ça a un impact sur le prix des producteurs à la ferme. Donc, lorsqu'on regarde le beurre et même la poudre de lait crémé, on a observé une diminution en 2025 par rapport à 2024. Il y a un creux qui a été atteint, je dirais, dans la deuxième moitié de 2025. Depuis, je dirais, ce creux, les contrats à terme, donc on appelle ça les futures en anglais, semblent indiquer un rebond. Donc, en début d'année 2026, il y a eu un rebond avec les contrats à terme depuis ce creux. Pour les prochains mois, ça sera à suivre. Mais ça s'annonce de meilleur augure que le creux qui a été atteint en 2025. OK. Un petit peu plus tôt, tu parlais des classes de lait. J'aimerais que tu clarifies les classes de lait pour justement nos auditeurs qui sont un petit peu moins familiers avec ce système. Donc, dans le système canadien, il y a 5 classes de lait. La classe 1 jusqu'à la classe 4, je dirais, à l'exception des solides non gras en classe 4A, le prix est ajusté habituellement une fois par année par une décision de la Commission canadienne du lait, alors que les prix de la classe 4A jusqu'à la classe 5, 4A, j'isole dans le fond les solides non gras,
eux, ces prix-là sont déterminés à l'aide du marché mondial. Donc, il y a une partie qui est volatile dans le portefeuille, je dirais, de classe de lait. Donc, une partie qui est volatile, qui est liée au marché mondial. OK. Donc, les clauses de lait, c'est relié à des productions de produits, c'est ça? Donc, les classes de lait permettent d'identifier, dans le fond, où le lait va se retrouver ou dans quel type de lait, dans quel type de produit laitier le lait va se retrouver. Donc, la classe 1, on parle de produits de lait de consommation et la crème. La classe 2, on regroupe le yogourt, la crème glacée, la crème sûre. Classe 3, c'est la majorité des fromages. Et alors que la classe 4, on retrouve le beurre et la poudre de lait crémé, à titre d'exemple. OK. C'est bien. Merci pour la clarification. Et puis, sinon, au niveau de la production puis ton exportation américaine, c'est quoi le portrait là, pour les prochains mois? Au niveau des exportations, donc les exportations américaines au Canada, Oui. dans le fond, lorsqu'on regarde l'accord de libre-échange, la CUM, donc l'accès au marché, dans le fond, en 2025, ça va être la dernière année de la phase de croissance en escalier. Donc, qui avait une phase de croissance des accès au marché qui était assez significative. À partir de 2026, on se retrouve dans la deuxième phase dans laquelle la croissance de l'accès va être moindre. Donc, on parle d'environ 1,2 % par année pour les différents produits laitiers. Donc, dans les années à venir, les exportations américaines au Canada devraient croître de moins grande mesure. C'est sûr que entre l'accès et les importations, il y a une différence. Des fois, quand l'accès n'est pas rempli, les importations peuvent continuer de croître, mais l'accès, du moins dans ce cas-ci, lui va, comme je disais, tomber dans une phase de croissance qui est de l'ordre d'environ 1,2 % par année. D'accord. Euh, Au niveau des consommateurs, la population canadienne est en croissance. Euh, les gouvernements ont annoncé du changement au niveau de l'immigration. Qu'est-ce qui est prévu là-dedans? Oui, donc dans les dernières années, plus particulièrement entre 2022-2024, durant, je dirais plus post-pandémie, fin de la pandémie, post-pandémique, il y a eu une croissance de la population qui a été historique. En fait, en 2024, la croissance a été de 3 % de la population. Ça n'avait jamais été vu depuis les années 50. Euh, quand on, quand on regarde la population dans les années à venir, donc 2025 à peut-être même 2028, on s'attend à vraiment un ralentissement de la croissance. Comme tu disais dans ta question, c'est que le gouvernement a mis des mesures pour limiter l'immigration. Donc, il y a un ralentissement qui est à prévoir au niveau de la croissance de la population. À titre d'exemple, 2026, on pourrait avoir une population qui reste au même niveau. Alors que 2027, on parle de 0,1 % de croissance et 0,4 % par année selon les estimés de Statistique Canada pour 2028. Donc, c'est vraiment un taux de croissance qui est beaucoup plus faible par rapport à ce qui a été observé dans les années précédentes. Même avant la forte croissance de la population, on était aux alentours de 1,5 % par année, là. Donc, la population, c'est quand même important à suivre, étant donné que c'est le bassin de consommateurs, c'est eux qui représentent la demande. Donc, lorsque la croissance de la population est plus forte,
la croissance de la demande habituellement vient suivre, donc et la production aussi. Donc, dans les années où la croissance de la population est plus faible, ça peut avoir une incidence sur la production, étant donné qu'elle pourrait ralentir vu qu'il y a une demande, il y a moins d'individus ou il y a une croissance plus faible d'individus à nourrir. Donc c'est à suivre dans les années à venir. Donc, l'accroissement de la population canadienne est intimement relié au dernier flot d'immigration qui est arrivé. En fait, la croissance de la population, elle dépend de l'immigration pour croître, et ça depuis quelques années. Donc, c'est vraiment le moteur de croissance de la population canadienne, c'est vraiment l'immigration. OK. OK. Puis, parlons ensuite de l'inflation. Bon, on le sait, là, puis ça fait souvent les nouvelles, la montée du coût de la vie fait quand même des ravages. Puis, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on observe que les consommateurs ils font font plus attention aux dépenses reliées à l'alimentation, puis en particulier aux produits laitiers? Oui, c'est ça. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de volatilité au niveau des indices de prix. En fait, je dirais que tout ça a commencé avec lorsque l'inflation alimentaire a augmenté à partir de 2022. La Banque du Canada, pour adresser l'accroissement de l'inflation, a commencé à augmenter les taux d'intérêt pour essayer de ramener dans le fond, l'inflation dans une fourchette d'environ 2 donc, l'accroissement des taux d'intérêt est venu faire en sorte que ça a augmenté les paiements hypothécaires et indirectement par la suite les loyers. Donc, lorsqu'on regarde les données des dernières années, on voit que les consommateurs canadiens ont une part plus importante dans leur revenu disponible qui est réservé à rembourser l'hypothèque ou le loyer. Donc, ça laisse moins de place pour les autres postes de dépenses. Donc, ça met plus de pression dans les autres postes de dépenses, incluant le poste de dépenses alimentaires. Oui. Les consommateurs ont eu à user de stratégies pour, en fait, limiter l'accroissement des dépenses alimentaires. On le voit au niveau des données en ce qui concerne. Dans le fond, on a vu comme un transfert là, des ventes dans les bannières conventionnelles vers les bannières à rabais au détail. On a vu un peu moins de consommation en dehors de la maison, donc pour rester à une consommation plus à la maison. Quand je parle à la maison, je parle d'éviter un peu plus les restaurants pour cuisiner plus à la maison. Mhm. Donc, c'est ce genre de stratégie qui est observée, qui est encore observée actuellement. Au niveau du prix, de l'augmentation des indices de prix, les aliments, eux, ont augmenté de 3,2 en 2025, alors que l'indice des prix pour les produits laitiers a progressé de 2,1 qui est en ligne avec l'inflation générale. Donc, de ce côté-ci, c'est de bon augure. Ça permet d'offrir, les produits laitiers offrent une stabilité en termes de croissance des prix. Donc, c'est de bon augure dans ce cas-ci pour les consommateurs. Donc, les produits laitiers ne sont, pour ainsi dire, pas trop impactés par l'inflation. En fait, au niveau de l'inflation, comme je disais, c'est une croissance de l'indice des prix qui est similaire à l'inflation. Par contre, il reste tout de même la pression budgétaire. Oui, quand même. Donc, d'avoir à payer un loyer plus important ou une hypothèque un peu plus importante, ça t'oblige à faire certains choix. Mais on le voit au niveau de la consommation totale de produits laitiers, que lorsqu'on regarde les données, on voit un accroissement de la consommation par rapport à l'année précédente. Toutefois, comme je disais précédemment, la population, l'accroissement de la population a un impact sur l'accroissement de la consommation totale. Donc, l'année passée, en fait, en 2025, on parle d'une croissance de 0,9 de la population canadienne. Donc, qui est venu stimuler la consommation des différents types de produits laitiers. Mhm. Lorsqu'on regarde, par contre, la
croissance par personne de la consommation, c'est là qu'on voit qu'il y a eu une diminution dans certaines catégories de produits, dont je parlais, dans le fond, la pression de l'hypothèque plus élevée. Oui. Donc, ça vient impacter les autres postes de dépenses. Donc, au niveau des produits laitiers, le lait, la crème, une légère diminution au niveau de la consommation par personne. Également un peu pour le fromage naturel qui est presque à la stabilité. Toutefois, il y a eu une croissance de la consommation pour le yogourt et même le beurre. Donc, il y a des habitudes de consommation qui ont changé de manière à essayer de faire face à la pression budgétaire un peu plus importante. À titre d'exemple, il y a eu de la substitution de la crème vers le lait dans certaines occasions. Tu sais, le lait est moins cher au litre que la crème. Puis, la crème peut être substituée par le lait, à titre d'exemple, dans le café. Donc, il y a ce genre de stratégie qui est observée de manière à essayer de diminuer la pression budgétaire là, que les consommateurs ont fait face et font encore face actuellement. On se serre la ceinture. Exactement, c'est ça. Au niveau des fameuses boissons végétales, qu'en est-il? Leur tendance de marché, est-ce que c'est en hausse, c'est stagnant? Est-ce que ces fameuses boissons-là impactent beaucoup notre industrie laitière? Oui, les boissons végétales, en fait, avaient connu si on regarde les dernières années là, dans ce cas-ci, avaient connu, dans le fond, une montée au niveau de leur part de marché dans la catégorie lait et substituts. Donc, avait atteint un sommet en 2022. Depuis ce temps, c'est une part de marché qui diminue. Comme je l'expliquais précédemment, je reviens à ma pression budgétaire. Dans le fond, les ménages ils doivent se serrer un peu plus la ceinture, comme tu l'illustrais. Mais c'est la même chose pour les boissons végétales. C'est venu les impacter. Vu que c'est un produit qui est un peu plus cher au litre par rapport au lait, on a vu une certaine substitution, donc un retour de certains consommateurs dans la catégorie du lait pour faire face justement aux coûts plus élevés. De plus, il y a eu un rappel de Santé Canada pour certaines boissons en 2024, boissons végétales en raison d'une contamination à la listeria. C'est sûr que cet événement est venu causer également un transfert de certains consommateurs de boissons végétales vers le lait à cause de cette crainte de contamination. Donc, ces deux événements sont venus impacter négativement la catégorie, puis a contribué positivement indirectement à la catégorie du lait. D'accord. Ben écoute, Maxime, on va faire une petite pause pour passer le message de notre commanditaire officiel, les producteurs laitiers du Canada. Et puis on revient tout de suite après la pause pour continuer à discuter de tout ça. Merci. Ici, on a la force de nos convictions et la liberté de choisir ce qui est le mieux pour nous. Voilà pourquoi les producteurs laitiers d'ici respectent des normes parmi les plus élevées au monde et contribuent à renforcer nos communautés avec fierté. Lorsqu'on choisit les produits laitiers d'ici, ensemble, on est encore plus fort. Ici, c'est comme ça. Nous nous retrouvons, Maxime Collette, responsable de l'analyse des politiques chez les producteurs laitiers du Canada. Maxime, on a abordé dans la première section d'émission les marchés, les consommateurs, la consommation. Après ça, est-ce que tu peux me parler en détail du prix du lait frais, dans la façon justement que les produits canadiens se comparent versus les produits à l'international? Oui, donc à chaque année, on fait l'exercice, étant donné qu'il y a la perception que la gestion de l'offre amène des prix plus élevés au détail.
Donc, nous, à chaque année, on fait l'exercice pour évaluer, OK, le prix au Canada, comment il se situe par rapport à d'autres prix ailleurs dans le monde pour le lait frais, à titre d'exemple. Donc, lorsqu'on regarde les données, on peut voir que le Canada a un prix moyen un peu plus élevé que par rapport à celui des États-Unis. Mais lorsqu'on compare à la Nouvelle-Zélande, à titre d'exemple, on a un prix similaire. Donc, il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays c'est un grand pays producteur de lait. Les producteurs néo-zélandais évoluent dans un marché libéralisé. Donc, qu'au final, tu sais, dans un pays comme le nôtre qui est sous gestion de l'offre, on retrouve un prix similaire au détail, tu sais, ça vient démontrer que la gestion de l'offre amène pas des plus hauts prix au détail dans ce cas-ci. Mhm. C'est effectivement. Puis, qu'est-ce qu'il y en est justement? Là, on parlait du lait frais, mais pour les produits transformés. Oui, parce qu'étant donné que il y a souvent, lorsque on a des critiques par rapport à la gestion de l'offre et la perception que la gestion de l'offre amène des prix plus élevés au détail, c'est souvent effectué au niveau du lait de consommation. Juste, ça se limite au lait, mais tu sais comme moi, tu sais, l'industrie laitière, elle fabrique d'autres types de produits laitiers qui sont également sous gestion de l'offre. Donc, c'est important de faire l'exercice pour ces produits également. Donc, dans ce cas-ci, on a fait l'exercice avec de comparaison avec les États-Unis. Puis lorsqu'on regarde la crème, le yogourt, certains fromages et le beurre, on peut voir que pour la crème, le yogourt et le beurre, on a des prix plus bas au Canada par rapport aux États-Unis. En ce qui a trait au fromage, cheddar et mozzarella, c'est un petit peu plus élevé au Canada que par rapport aux États-Unis. Toutefois, lorsqu'on regarde d'autres types de données, ici, là, je faisais référence aux données Nielsen, mais lorsqu'on regarde d'autres types de données gouvernementales, comme Statistique Canada ou aux États-Unis, le US Bureau of Labor Statistics, on peut voir le même constat pour le yogourt et le beurre, donc des prix moins élevés au Canada qu'aux États-Unis. Et pour le fromage, on voit des prix moins élevés dans cette base de données, donc des prix moins élevés au Canada que par rapport aux États-Unis. Donc, d'une source à l'autre, il y a un constat clair au niveau du yogourt et du beurre. Au niveau du fromage, il ne semble pas avoir de consensus, ça dépend. Donc, au final, ces chiffres, ces observations viennent également démontrer que la gestion de l'offre n'amène pas des prix plus élevés au détail. Lorsqu'on fait l'exercice de comparaison avec les États-Unis en utilisant des sources de données crédibles, ben, on ne retrouve pas ce constat. C'est en effet l'inverse. Parce qu'en fait, la gestion de l'offre a jamais été là pour faire augmenter le prix des produits aux consommateurs. En fait, c'est plus pour assurer une stabilité du marché. Exactement. En fait, la gestion de l'offre, elle est seulement au palier du producteur. Donc, elle vient stabiliser les prix à la ferme. Mais après, on n'a aucun contrôle à partir de la ferme jusqu'au consommateur. Donc, au niveau du transformateur, des distributeurs et des taillants, il n'y a pas de contrôle des prix à ces niveaux. Donc, les données dont je parlais précédemment viennent le confirmer. La gestion de l'offre vient pas apporter des prix plus élevés au détail, là, au niveau des consommateurs. D'accord. Au niveau de la consommation de lait frais, de lait liquide, là, au Canada, je pense qu'on a toujours été de grands buveurs de lait. Mais est-ce que c'est toujours vrai rendu en 2026? Je dirais que ça dépend. Ça dépend avec qui on se compare. Dans le fond, il y a une étude qui a été effectuée par la Fédération internationale du lait. Puis dans cette étude, il y a 17 pays qui ont été sondés, dans le fond, de manière à évaluer la prévision là, de la tendance de consommation. Lorsqu'on regarde les données moyennes de consommation, le Canada se situe en milieu de peloton. Donc, en 2024, il y avait une consommation moyenne par personne de 57,5 litres de lait. Donc, on se compare bien, je dirais, comme je disais, on est dans le milieu de peloton. Au niveau de la tendance,
du Canada, qu'est-ce qui est observé? Comme je le disais précédemment, c'est un déclin au niveau de la consommation par capita, donc par personne au Canada. Mais c'est une tendance qui est observée dans d'autres pays occidentaux. Donc, les pays occidentaux, ça comprend l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Océanie. Donc, c'est une tendance qui est observée ailleurs dans le monde. Il y a eu un déclin au niveau de la consommation de lait depuis quelques années. Puis, celle-ci s'explique par le fait que les habitudes de consommation y évoluent. Dans le fond, on prend moins de temps de déjeuner, on collationne plus. Donc, ça vient avoir un impact négatif sur l'évolution de la consommation de lait dans ce cas-ci. Dans certains pays, une demande de plus en plus accrue pour les boissons végétales. Donc, ça vient impacter négativement la consommation de lait dans ce cas-ci. Au Canada, comme je l'expliquais précédemment, la part de marché, elle a diminué, mais dans le futur, ça pourrait changer de bord, ça pourrait reprendre un accroissement. Donc, ça sera à surveiller. Au Canada, plus particulièrement, le changement démographique. On parlait de l'immigration tout à l'heure, donc l'évolution de la population canadienne a un impact. Aussi, les générations plus jeunes qui ont tendance à consommer moins de lait viennent viennent déplacer naturellement les générations plus vieilles par un changement naturel. Donc, ils ont prennent de plus en plus de place dans la population canadienne, ce qui vient affecter négativement la moyenne de consommation. Donc c'est tous ces changements qu'on observe au niveau des années passées et même des années, qu'est-ce qu'il y a anticipé pour les années futures. OK. Là, on parle exclusivement du lait. Là. Mettons, au niveau des autres produits laitiers, il y a quand même un essor. Exactement. Donc, au niveau des autres produits laitiers, l'histoire, elle est différente. Donc, si je me concentre sur la crème, c'est un produit que, lorsque je regarde l'étude de la Fédération internationale du lait pour les différents pays, c'est une croissance qui est anticipée dans les années à venir. Donc, la crème, ça s'explique dans le fond par le fait que elle a des caractéristiques qui sont recherchées. C'est un produit qui a la capacité de rehausser le goût dans les recettes, qui est facile d'utilisation en cuisine. Donc, c'est des caractéristiques qui sont recherchées par les consommateurs. En revanche, il y a certaines barrières qui sont observées. La montée des alternatives végétales pour la crème également a une incidence. L'évolution des habitudes de consommation, comme je l'expliquais précédemment, on prend moins de temps de déjeuner, on collationne plus, donc ça vient freiner un peu l'accroissement de la consommation pour la crème. Toutefois, c'est un produit qui va rester dans une tendance positive de consommation. Pour la crème glacée, c'est un produit qui devrait croître aussi, selon l'étude, lorsqu'on regarde les différents pays. C'est un produit qui a un aspect émotionnel qui est relié à ce type de produit laitier. Dans le fond, c'est un produit que tu peux aller faire une activité en famille ou aller chercher une crème glacée, une cornet de crème glacée ou entre amis. C'est une catégorie qui a également plusieurs saveurs à découvrir. Tu sais, les saveurs sont en explosion, donc ça vient encourager la découverte. Puis indirectement la consommation. Donc, c'est un produit qui a des caractéristiques intéressantes qui sont recherchées par les consommateurs également. Ah, effectivement, quand on voit les publicités de nos producteurs de crème glacée ici au Québec ou au Canada, ça donne faim. Au niveau du yogourt fromage, ça reste quand même depuis toujours des aliments préférés des Canadiens, des Canadiennes. Est-ce que les tendances vont quand même continuer en ce sens? Oui, pour le yogourt, c'est une forte croissance qui a été observée dernièrement. Puis, au niveau des prévisions, c'est également attendu que ça se poursuive, du moins la croissance dans les différents pays étudiés. Je parlais des habitudes de consommation changeantes. Le yogourt, ça s'insère bien dans une collation. C'est un produit qui bénéficie actuellement. Ça s'insère bien également au déjeuner pour ceux qui prennent plus le temps. Donc, c'est vraiment un produit qui bénéficie de la tendance actuelle.
Il y a également une tendance croissante au niveau de la protéine, de la demande de produits à haute teneur en protéines. Le yogourt, dans son portefeuille de produits, il y a deux produits qui peuvent répondre à cette demande, le yogourt grec et le yogourt skyr. Donc, ces deux types de yogourt ont une forte teneur en protéines qui répond à ce type de demande. Il y a également une tendance santé qui est recherchée par certains groupes de consommateurs. Le yogourt a également dans son portefeuille de produits des yogourts à plus basse teneur en matière grasse ou même des yogourts nature qui a pas de sucre. Donc, le yogourt dans le fond, a l'avantage d'avoir différents types de produits qui répondent à plusieurs demandes. Pour le fromage, c'est un produit qui est également polyvalent, qui a une variété de produits ou de types de fromage qui est offert, donc qui peut combler différents besoins. C'est un produit qui est facile d'utilisation en cuisine, donc juste de couper des tranches de fromage pour mettre dans une sandwich, ça vient démontrer que c'est facile d'utilisation. Donc, c'est un produit qui est polyvalent, s'insère bien également dans une collation. Donc, la croissance anticipée pour ce produit devrait être positive, non seulement au Canada, mais dans d'autres pays dans le monde, là, quand on regarde les données de l'étude de la Fédération internationale du lait. Pour la consommation moyenne, on en a des données dans ce cas-ci pour le fromage uniquement. On parle d'environ 14 kg par personne au Canada. Lorsqu'on compare le Canada par rapport aux autres pays, il se situe dans le tiers inférieur. Donc, il y a une possibilité d'amélioration dans ce cas-ci. On consomme en moyenne un peu moins de fromage que par rapport à d'autres pays. Donc, il y a une possibilité d'amélioration dans ce cas-ci. OK. Puis au niveau des types de fromage, bon, c'est sûr qu'on a notre très populaire cheddar, que la population, bon, je pense que c'est facile à vendre comme produit, mais je pense qu'on a aussi une très belle variété au Canada de fromage fin. Et puis ça, est-ce que tu as des données là-dessus au niveau de la consommation de fromage fin? C'est une excellente question. J'ai des données, mais je n'ai pas les données devant moi. Désolé pour la question piège. Mais à titre d'exemple, le cheddar reste de mémoire, là, je parle vraiment de mémoire. Le cheddar reste le type de fromage numéro 1 qui est consommé au Canada, suivi de la mozzarella. Mozzarella, c'est le numéro 2. Ensuite, on va y retrouver, comme le fromage à la crème, qui est dans, je dirais, peut-être le top 5, top 7. Le fromage cottage, qui a le vent dans les voiles dernièrement, c'est un fromage qui connaît une forte croissance. Je parlais de la demande plus élevée en protéines. C'est un fromage qui bénéficie de cette tendance actuellement. Oui. C'est un fromage qui a une teneur plus élevée en protéines par rapport à le ratio protéines par rapport à matière grasse. C'est un fromage qui a un bon ratio à ce niveau-là, donc qui bénéficie de la tendance d'une demande plus forte pour les produits à haute teneur en protéines. OK. Puis le beurre, qu'en est-il? Le beurre, c'est une croissance qui est également anticipée. Lorsqu'on regarde les régions dans le monde, on parle plus de le nord, l'Amérique du Nord et les pays du sud global. Donc, c'est plus dans ces régions du monde qu'on attend une croissance. Donc, ça inclut le Canada dans ce cas-ci. C'est une hausse qui devrait être stimulée par une demande plus accrue des produits naturels, moins transformés. Donc, lorsqu'on regarde, en fond, les ingrédients qui sont utilisés dans le beurre, c'est un produit qui a une courte liste d'ingrédients. Là, on parle de la crème et du sel. Et du sel quand c'est un beurre salé. Sinon, uniquement de la crème quand c'est un beurre non salé. Donc, c'est un produit qui est perçu comme vraiment très peu transformé, naturel, produit de haute qualité. Donc, a des caractéristiques qui sont recherchées. Puis un peu comme la crème, tu sais, facile d'utilisation en cuisine, puis vient rehausser le goût dans les recettes.
Donc, des caractéristiques qui sont recherchées par les consommateurs qui devraient faire en sorte qu'une croissance devrait se poursuivre dans les années à venir. Ben, effectivement, tu l'as très bien mentionné. Quand on regarde la liste d'ingrédients derrière un pot de margarine versus une brique de beurre, c'est assez convaincant. Donc, en conclusion, Maxime, les principaux enseignements à tirer de tout ça, le marché laitier, tendance mondiale, le placement du Canada à travers tout ça, qu'est-ce que les producteurs laitiers doivent s'attendre, là, mettons, au niveau du marché pour 2026-2027? Oui, donc, si on peut résumer, en fait, qu'est-ce qui a été dit, dans le fond, le Canada devrait connaître une croissance de la consommation en volume au moins égale, voire supérieure à la moyenne des pays participant à l'enquête de la Fédération internationale du lait. Donc, ça, c'est de bon augure. S'il y a des signes de croissance au niveau de la consommation, ça vient impacter positivement les signaux pour augmenter la production à la ferme. Donc, les prochaines années devraient être de bon augure pour les producteurs laitiers canadiens. Ben, c'est très bien ça. Puis je suis aussi content pour ma part, mes collègues qui nous écoutent. Eh ben, on s'enligne sur une bonne année, selon notre ami Maxime Colette. Maxime, merci d'être venu à l'émission. Ça a encore une fois été très intéressant de t'écouter. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Bye bye. Eh bien, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que le marché laitier canadien devrait être favorable et connaisse une croissance au cours des prochains mois. J'espère que cette vue d'ensemble vous sera utile. Notre industrie laitière est forte et saura sans doute se traverser cette période de turbulence. Merci à tous d'avoir écouté ce balado. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et collègues. Suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook et YouTube. Vous trouverez tous les épisodes précédents sur entredeuxtraites.ca. Il y a aussi un lien pour l'émission sur ma page Instagram, Ferme Lisière Bio. Vous la trouverez dans ma bio. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Un immense merci également à notre équipe de production, Bruce Sargent, Carl Bélanger et bien sûr à notre invité, Maxime Colette. À la prochaine, en deux traites.